Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart for Change. Vous nous suivez en direct à 17h sur vos box, à la télévision et vous nous retrouvez bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui repartent pour un tour de décision de politique monétaire avec la voie qui semble se dégager pour permettre à la Réserve fédérale américaine de baisser pour une première fois ses taux de 25 points de base la semaine prochaine. Le dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis est paru cet après-midi et ressort globalement en ligne avec les attentes et ne change sans doute pas la donne pour la Fed à ce stade. L'inflation globale aux États-Unis est tombée à 2,5% sur un an au mois d'août. Avant cela, nous aurons bien sûr la décision de la BCE demain, qui est déjà acquise d'une certaine manière pour les marchés. La question étant de savoir si la BCE pourra offrir des perspectives, une forme de guidance aux investisseurs sur la suite de son réglage de politique monétaire. Voilà donc pour l'ambiance et les sujets macro du moment. Vous aurez le détail de l'inflation américaine dans un instant avec Pauline Grattel. Et puis un secteur dont on parle de manière positive depuis une bonne paire d'années maintenant, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire en Europe, c'est un secteur qui surperforme depuis plus de 2 ans maintenant le reste du marché, avec une actualité tournée vers l'idée de consolidation. Est-ce que l'heure de reprendre les grandes manœuvres pour essayer de créer des établissements pan-européens est revenue sur la table? Et oui, ça semble être le cas avec bien des discussions qui s'engagent entre Unicredit et Commerzbank. La banque italienne a construit une position de 9% au capital de Commerzbank ces dernières heures. Le titre Commerzbank d'ailleurs en profite très largement aujourd'hui. Et puis dans le secteur financier au global, on a également depuis quelques semaines l'annonce de négociations pour la partie asset management entre AXA et BNP Paribas. On verra si ces opérations aboutissent. En tout cas, elles redonnent un petit peu de spéculation au secteur bancaire aujourd'hui, qui fait partie des leaders du jour dans des marchés actions en Europe qui restent assez ternes. Pas de grands mouvements à signaler, évidemment, avant la décision de la BCE demain. Discussion à suivre sur cette ambiance de marché, cette rentrée un peu nerveuse quand même, il faut le dire, pour les investisseurs, avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous ferons notre point trimestriel sur la progression des dividendes mondiaux. Nous suivons le baromètre, l'observatoire créé il y a plusieurs années maintenant par Janus Anderson Investors, et le directeur du développement pour la France de Janus Anderson sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Un trimestre record pour les dividendes mondiaux qui suivent la croissance nominale de l'activité économique, et c'est un trimestre très important en termes de saisonnalité pour les dividendes versés par les entreprises européennes et françaises en l'occurrence. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est le chiffre que toute la planète marché regardait aujourd'hui, le rapport américain sur l'inflation du mois d'août. Oui, l'inflation globale augmente de 0,2% sur un mois comme en juillet. Sur un an, elle décélère à 2,5% après 2,9% en juillet. L'inflation cœur hors alimentation et énergie est légèrement supérieure aux attentes sur un mois à plus 0,3%. Sur un an, elle est similaire au mois précédent à 3,2%. Le scénario d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de mardi et mercredi prochain de la Réserve fédérale américaine se renforce après cette publication. Que dire des réactions de marché, à commencer par le marché obligataire, Pauline? Après cette publication, on a vu les taux longs américains légèrement remonter entre 3,65 et 3,70% pour le 10 ans. Le rendement de l'obligation à 2 ans remonte également entre 3,65 et 3,70%, ce qui soutient un peu le dollar. Du côté des indices actions, Wall Street a ouvert en baisse avec un repli de l'ordre de 1% pour le Dow Jones. À noter, les cours du pétrole tentent de se stabiliser après une nouvelle séance compliquée hier. Le baril de Brent était tombé au plus bas depuis 2021 et enregistrait presque 4% de baisse à moins de $70. Aujourd'hui, les cours se stabilisent autour de ces niveaux. Et puis la grande question qui nous anime aujourd'hui, qui a gagné le face-à-face, le débat entre Donald Trump et Kamala Harris? Les marchés ont leur avis. Oui, donc après le premier face-à-face entre Donald Trump et Kamala Harris, l'action Trump Média plonge de 20% à l'ouverture de Wall Street. Après le débat, les chances de Kamala Harris sont passées de 53 à 56% de gagner l'élection, tandis que celles de Donald Trump ont baissé à 48%
9% selon le site Predictit. Et puis je le disais en introduction, du mouvement dans le secteur bancaire aujourd'hui qui est à nouveau sur le devant de la scène. Unicredit a acquis une participation de 9% au capital de Commerzbank, dont 4,5% auprès de l'État allemand pour plus de 700 millions d'euros. L'acquisition pourrait relancer les discussions pour une consolidation du secteur bancaire en Europe et d'un rapprochement entre les deux banques qui avaient déjà fait l'objet de rumeurs. Le titre de Commerzbank bondit de plus de 18% en tête du Stoxx 600. Quelques publications d'entreprises également, et le groupe espagnol Inditex se porte bien, en l'occurrence avec la publication de ses derniers chiffres d'activité. La maison mère de Zara fait état d'un bénéfice net record au titre du premier semestre, en hausse de plus de 10% à presque 3 milliards d'euros. Les ventes d'Inditex sont en hausse de plus de 7% à 18 milliards d'euros. Le titre est en hausse de 5% à Madrid aujourd'hui, et depuis un an, le titre gagne 30%. Enfin, Pluxee, la filiale de chaque restaurant de Sodexo, est dégradée par JP Morgan qui juge que le rapport rendement-risque n'est plus attractif. Le titre est au plus bas depuis son introduction en bourse en février, en baisse de 7% et dernier du SBF 120. Bon, et puis l'agenda de demain, qu'on peut résumer en un mot, Pauline. Oui, BCE, la journée sera évidemment rythmée par la décision de politique monétaire de la BCE qui devrait baisser son taux directeur de 25 points de base. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjot est avec nous, directrice des investissements de Crédit Agricole Assurance. Bonsoir Florence. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Adil Amor. Bonsoir Adil. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général de Shelter Prince Gestion, et Jean-Jacques Friedman qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Vega IM. Comment vous regardez, Florence, l'idée de ce cycle de baisse de taux devant nous? Certaines banques centrales ont commencé. Pas des moindres, la Suisse, le Canada sont des banques centrales majeures quand même qui sont déjà avancées dans cette idée de baisse de taux. La Fed va entrer en jeu, la BCE va conduire une deuxième baisse de taux cette semaine. Comment vous voyez les choses se dérouler ensuite? Est-ce qu'on a face à nous quelque chose d'assez synchronisé? Ou est-ce que le rythme peut, au fur et à mesure, peut-être changer en fonction des situations économiques auxquelles chaque banque centrale fait face aujourd'hui? Je pense qu'il va y avoir évidemment une resynchronisation avec la Fed qui bouge, puisque pour une fois, elle n'avait pas lancé le mouvement. Donc il y a ce côté synchronisation là qui évidemment va arriver. Après, moi, la manière dont je vois les choses, deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est que si on regarde aujourd'hui les pricing des marchés de taux, j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu trop loin en termes d'attente de baisse de taux. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a une grande banque américaine dont le nom commence par J qui a publié une enquête que moi j'ai trouvée amusante qui indiquait que si on regardait le pricing de récession sur les marchés obligataires, on était à une proba de l'ordre de 70%. Si on regardait le pricing de récession sur les marchés actions, on était à 9% seulement. Et donc ça, déjà, c'est un élément intéressant parce qu'on voit bien que les marchés actions, les marchés obligations ne jouent pas tout à fait le même scénario aujourd'hui. Mais pour en revenir au cycle de baisse de taux et au marché obligataire, nous, notre vision, c'est quand même que sur les perspectives de croissance, bon, il y a évidemment des éléments qui sont différenciants aux États-Unis et en Europe, mais globalement, on est plutôt du parti normalisation, tassement de la croissance que récession. Et donc ça, je pense qu'il y a des éléments qui sont assez probants du côté des indicateurs économiques, en particulier aux États-Unis, avec une consommation qui tient bien, avec des investissements publics et privés qui sont plutôt bien orientés. Il y a toute la thématique marché du travail aussi sur laquelle on peut débattre. Mais moi, mon point de vue, c'est que, in fine, le marché du travail aujourd'hui aux États-Unis, certes, il s'essouffle un peu, mais il tient quand même globalement bien. On a encore des créations d'emplois. C'est vrai qu'on a des statistiques qui sont un peu discordantes, mais il y a une forme de fébrilité des marchés autour des rapports emploi et des chiffres de croissance globalement qui, moi, je trouve, va un peu trop loin. On joue un peu à se faire peur, vous dites, de ce point de vue-là? Moi, j'ai un peu l'impression, c'est-à-dire qu'honnêtement, quand on voit le degré d'attention qui est porté par les marchés au marché du travail américain, c'est Jérôme Powell qui nous met le dessus. Oui, non, mais bien sûr. Mais, on a tous en tête ce qui s'est passé au mois d'août. Ouais. Bon.
la vérité, c'est qu'effectivement, on a des indicateurs qui sont un peu discordants sur le marché du travail, et notamment, on a des statistiques qui sont peut-être un peu moins fiables, mais les créations d'emplois sont positives. Quand on regarde les inscriptions au chômage, en fait, je crois qu'en moyenne, sur les 3 derniers mois, on doit vibrer autour de 230, 250 à la louche. Bon, historiquement, on est plutôt sur 350 en moyenne, donc ça se passe bien. Taux de chômage autour de 4,3, je crois. Bon, c'est le plein emploi. Oui, bien sûr. Bon. Ouais. Voilà, donc oui, ça s'essouffle, mais pas d'inquiétude majeure. Et donc, quand on a eu un marché de taux qui disait, même en intra-réunion, baisse de 50 points de base de la taux, on a toujours peur que ce soit pas linéaire. On a toujours peur de ce mouvement de rupture qui peut arriver sur un marché du travail, quand bien même il serait encore résilient aujourd'hui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est une des caractéristiques du marché du travail, c'est que quand les choses se dégradent, ça va très rapidement. Mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul. Et quand on a tous plus ou moins fait des études d'éco, et donc ce qui se passe normalement en économie, c'est que il y a de la croissance, enfin les taux sont bas, donc il y a de la croissance, les entreprises s'endettent, il y a un peu de surchauffe, il y a de l'inflation, la Banque centrale monte les taux, elle durcit les conditions financières, ça casse la croissance et l'inflation revient. Là, il y a quand même un élément qui est crucial, qui manque dans ce cycle habituel, c'est qu'on a, dans cette phase de hausse des taux, en fait, il manque toute la partie surchauffe et il manque toute la partie détérioration des bilans. Il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y a pas de déséquilibre. Quand on regarde, notamment aux États-Unis, les bilans des entreprises, elles ont profité à fond des épisodes de taux très bas. Les ratios d'endettement sont à des niveaux qui sont très contenus. La charge de la dette est extrêmement faible. Donc toute cette partie qui est traditionnellement associée à un cycle de croissance, on ne l'a pas eu. Donc la phase de hausse des taux, en fait, et d'ailleurs ça nous a tous surpris, parce qu'on est quand même sorti d'un cycle de hausse de taux qui a été extrêmement brutal. Enfin, le plus brutal, je crois d'ailleurs, depuis les années 80, sans impact quasiment sur la croissance. Et c'est vrai que c'était... on a tous eu du mal à comprendre. Ah, c'était pas facile de faire ce call il y a 3 ans, oui. Moi, je pense que l'explication fondamentale, elle vient du fait que les bilans des entreprises et le cycle de crédit, de surchauffe du crédit qu'on a habituellement, il ne s'est pas mis en place. Donc là, on a des conditions qui, notamment aux États-Unis, sont quand même encore restrictives. On peut débattre des conditions en Europe, mais aux États-Unis, on est encore dans du restrictif. Pour l'instant, ça tient bien. On va basculer vers un assouplissement. Ça devrait quand même à peu près bien se passer. D'accord. Donc, une Fed trop agressive, pour vous, ce serait perturbant à ce stade ? Il me semble. J'entends. On me donnait un ratio aussi, parce que la question, effectivement, sur le marché du travail, que le marché du travail tienne bien, mais est-ce qu'on n'est pas proche d'un moment où les entreprises américaines, on sait qu'elles peuvent être très flexibles de ce point de vue-là, verraient leur marge un peu sous pression et se diraient tiens, il faut que je dégraisse un petit peu, que je restructure mes coûts salariaux notamment. Il y a un ratio très simple que je ne connaissais pas, mais qui est assez évident, c'est de regarder les coûts salariaux de l'entreprise par rapport aux ventes réalisées. Bon, ce ratio, il est au plus bas aujourd'hui. Il n'y a pas de pression venant des salaires, en tout cas du point de vue de l'entreprise et des marges d'entreprise. En plus, il y a la productivité. Visiblement, les entreprises américaines ne sont pas au bord de licencier ou d'opérer des vagues de licenciements. Adil, comment vous regardez le cycle de baisse de taux et puis ce que ça change pour l'investisseur ou pas à ce stade Non, mais je partage tout ce que Florence a dit. Et effectivement, en fait, on est dans une situation où, parce qu'on entend beaucoup le mot récession, ça fait 2 ans que je pense que toutes les semaines le mot récession revient, là encore plus, on ne croit pas au scénario de récession. Peut-être technique, pourquoi pas en Europe, et encore, ça aussi on n'y croit pas, aux États-Unis encore moins. Pour revenir sur l'emploi américain, on continue à recruter, ça continue à recruter, qu'on le veuille ou non. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de recruter autant qu'avant ? La réponse est non. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va aller en récession ? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui les taux américains sont trop élevés par rapport, on va dire, au niveau de rentabilité, de marge qui sont dégagés par les entreprises américaines ? Oui, ça, il y a un consensus, c'est pour ça que la Réserve fédérale américaine va baisser ses taux. Mon sentiment et notre sentiment chez Shelter, c'est qu'on aura une baisse graduelle des taux. Je pense que ça serait très dangereux d'avoir une baisse, on va dire, concaténée en 50, 75 points de base ou que sais-je, en one shot. Si ça devait arriver, c'est que les chiffres sont très mauvais et que là, on est clairement dans la récession. Et un accompagnement, finalement, avec des baisses graduelles, c'est tout ce que tout le monde attend, à savoir le fameux soft landing. Voilà. Ça, c'est le mot que Jérôme Powell n'a pas prononcé à Jackson Hole. Je pense qu'il ne peut pas se permettre tant que rien n'est confirmé, rien n'est acté, rien n'est entériné. Voilà. Non, mais le mot graduel, c'est un mot que Jérôme Powell n'a pas... Justement. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà. Pas parce qu'il souhaité peut pas employer. Déjà, le 25 points de base, fallait quand même l'avoir. Voilà.
maintenant il est là. La gradualité, tout dépend, encore une fois, des chiffres qui vont sortir. Et à part si Jérôme Powell a déjà les chiffres qui vont sortir dans 6 mois, c'est normal qu'il ne puisse pas, on va dire, s'engager sur ça. Mais les marchés attendent ça. Et notre conviction, c'est que l'économie s'y prête. Ouais. Voilà. Il n'y a aucune raison d'aller trop vite. Les résultats des entreprises américaines, à part Nvidia qui a surpris, parce que le consensus était lui-même surpris, est-ce qu'il y a eu des chocs? Fondamentalement, non. J'ai discuté pas mal d'économistes qui sont venus, des quants, des fondamentaux. Le consensus est assez unanime sur les dernières émissions de Smart Bourse. À 3 mois, le risque de récession US, il est proche de 0. C'est ça qui est assez... Est-ce que quand tous les économistes sont d'accord de cette manière-là sur un horizon de marché 3 mois, est-ce que c'est pas le moment de s'inquiéter, Jean-Jacques? Mais c'est vrai que j'étais assez d'accord. C'est vrai que sur les taux d'intérêt, 110 points de base, le risque paraissait asymétrique et ça paraît beaucoup. Ça, c'est ce que le marché anticipe. Voilà, sur les d'ici taux, la fin de l'année pour la Fed. Donc on a plutôt l'idée aussi de 75 centimes. Alors, sur les économistes, ce qu'il y a, c'est qu'une récession et un ralentissement, ça commence toujours pareil. On ne peut pas en réalité prévoir une récession. C'est ce qui fait peur. Mais qu'il y ait de la nervosité maintenant, c'est assez normal parce que souvent, avant la première baisse de taux, quand on sait qu'on se projette et qu'il y a une bonne nouvelle devant soi, ça monte, c'est assez facile. Mais là, il y avait vraiment la conjonction de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait ça, il y avait septembre où il y a une saisonnalité assez négative et d'autant plus négative quand il y a des élections derrière avec des programmes aussi marqués, aussi diversifiés. Et puis, il y avait un doute sur les statistiques. Ça fait, vous parliez il y a quelques temps, mais par exemple, les indicateurs ISM, les indicateurs PMI n'ont absolument pas fonctionné depuis des années. Non. Et même les indicateurs durs comme les créations d'emplois, il y a une révision qui a vraiment frappé les esprits. Donc, on arrive au milieu de tout ça en se disant, c'est toujours un peu la croisée des chemins. Parfois, c'est un peu faux, mais là, c'est vraiment le cas. Et on arrive en étant un peu incertain. Et finalement, ce qui se passe, c'est que sur une seule statistique, il y a eu en plus ce débouclage du carry trade qu'on ne pouvait pas anticiper. Et finalement, c'est plus la réaction du marché qui a été très forte avec ce mouvement de débouclement qui a fait que, pour justifier, on ne va pas dire c'est un truc technique, etc. Il faut bien trouver une solution. Et on dit, voilà, c'est parce que la question de la récession est posée. D'accord. Et pour moi, elle n'était pas plus posée ce mois-ci qu'elle l'était il y a quelques mois. C'est ça le point. Et donc maintenant, on se met à débattre. Et ce qui me semble, c'est que justement, c'est tous les arguments que vous donniez, théoriquement, sur le papier, si on regarde les boîtes, elles avaient déjà eu du mal à embaucher. Donc pourquoi elles licencieraient? Elles ont des marges importantes parce qu'il y a une productivité forte. Et donc, elles arrivent à maintenir. C'est-à-dire qu'il y a des salaires plus importants que l'inflation. Alors, on arrive aussi à un point où, comme il n'y a plus d'épargne, c'est pour ça que Powell a dit c'est important aussi. Oui. On parle de la consommation. Oui. Là, il n'y a plus d'amortisseurs, il n'y a plus de filet de sécurité. Voilà. Donc, le moins de dérapage sur le marché du travail peut très vite se faire ressentir, bien sûr. Comme il y a des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, ça donne du pouvoir d'achat. Et en même temps, comme il y a une productivité, ces salaires qu'ils payent de manière plus élevée, les entreprises arrivent à passer les coûts. Donc sur le papier, il ne devrait pas y avoir, en effet, de récession. Mais voilà, donc il peut y avoir quelques semaines d'agitation, mais il nous semble, oui, que le scénario récessif est vraiment exagéré. Et peut-être quelques statistiques pourront le démontrer. Mais voilà, il faut attendre le mois prochain pour avoir ces éléments-là. Ouais. Bon, 25 points de base pour la Réserve fédérale américaine. C'est mieux que 50, je partage ça. Ouais. D'accord. C'est autorégulateur. Ce qui s'est passé il y a un mois aurait pu provoquer, je veux dire, quand il y a de tels mouvements, il peut y avoir un hedge qui s'explose, peut y avoir des trucs. Oui. Et là, la psychologie des ménages, des consommateurs change, et le truc pouvait partir à la cave. On ne sait jamais, c'était pas écrit d'avance. Mais maintenant, je trouve qu'on a un peu plus balisé le terrain. Ouais. Pour la Banque Centrale Européenne, où est-ce que vous mettez les enjeux suivre la baisse de l'inflation et suivre la Fed, c'est la mission. Sur le papier, c'est pas qu'elle est beyond the curve, c'est qu'elle aurait... La croissance étant totalement atone en Europe, et on devrait avoir des taux théoriquement plus bas, mais elle ne pouvait pas les baisser sans la Fed, parce que ça affaiblit l'euro, et ça voudrait dire de l'inflation importée plus chère, et donc ça veut dire que ça a fait remonter l'inflation, et c'est contraire à son mandat. Donc elle attendait d'ailleurs, elle a intervenu en premier, elle attendait que la Fed se fasse, et maintenant ça a fait plutôt monter l'euro. Mais ça se fera de manière concomitante. Les deux, les deux voilà. Bon. C'était donc c'est non comme ça. Sinon elle pouvait pas le faire toute seule et maintenant je pense qu'elle le fera de manière synchronisée. Ouais.
côté BCE, comment vous regardez les choses, particulièrement Florence, c'est vrai que le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole donne l'idée, c'est structurellement, la Fed est beaucoup plus agile, elle est capable de changer effectivement de fonction de réaction très vite si les conditions se détériorent, etc. Ça, c'est bien ressenti dans le discours d'un Jérôme Powell à Jackson Hole. Du côté de la BCE, on a toujours un biais structurel beaucoup plus prudent, plus hawkish, et c'est vrai que quand on regarde un peu l'état de la zone euro, on se demande si, est-ce qu'il ne serait pas de bon ton quand même que la BCE soit peut-être en capacité d'accélérer, si nécessaire, à un moment, son rythme de baisse de taux, quoi. Moi, je pense que la BCE, elle peut accélérer si, effectivement, on a une dégradation marquée des conditions de croissance. Mais comme ça a été dit, on a une croissance qui est morose, certes. Mais l'inflation baisse vite, quand même, en zone euro. L'inflation baisse vite, mais il y a quand même... Je pense qu'un des risques majeurs, ça serait de revenir dans un environnement de taux zéro. Les taux zéro, c'est quand même totalement contre-intuitif, innaturel. Ça génère des biais massifs dans l'allocation du capital. Donc là, la BCE s'est quand même battue pendant des années, et d'ailleurs elle n'y arrivait pas quand on était en risque déflationniste, pour faire remonter l'inflation et sortir de cette situation qui était quand même extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte majeure. Je pense qu'il faut qu'ils se conservent des marges de manœuvre. Donc ils n'ont aucun intérêt à baisser les taux trop rapidement et de manière trop significative. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a une enquête de la Commission européenne que j'aime bien, qui regarde et qui demande aux entreprises quels sont les facteurs qui limitent la production. Donc quand vous regardez cette enquête, aujourd'hui, l'essentiel des contraintes vient de la demande. Donc 40% des entreprises vous disent, moi, ce qui limite ma production, pour 40%, c'est la demande. Pour 20%, je crois, c'est la capacité à embaucher. Et les conditions financières, 5% seulement. 5%. Donc, bon, alors évidemment, il y a des secteurs... un lien entre la demande et les conditions financières, Florence. Bien sûr. Et puis, il y a des secteurs comme l'immobilier, évidemment. Mais c'est intéressant, parce que déjà, c'est des résultats d'enquête qui sont inverses de ce qu'on a vécu pendant la période Covid, post-Covid, où c'était l'offre qui manquait, l'offre qui était contrainte, etc. Là, on revient à quelque chose de plus habituel pour la zone euro, finalement. Et donc, évidemment, bien sûr, je trouve que c'est intéressant, et bien sûr que les conditions financières jouent sur la demande aussi, mais il y a quand même une situation, on peut parler de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, c'est le maillon faible, entre guillemets, de la zone euro. Et on parlait des États-Unis, mais on est quand même dans une forme de miroir entre l'Europe et les États-Unis. Le problème, c'est le commerce extérieur. On est extrêmement dépendant du commerce extérieur, donc problématique chinoise, problématique de ralentissement de la croissance mondiale et problématique protectionniste. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on regarde. Bien sûr, le niveau des taux d'intérêt a un rôle. Je veux dire que la BCE, elle baisse de 25 ou de 50. C'est pas ça qui va changer la face de croissance de l'économie européenne, il me semble. Donc, c'est bien de revenir... On a besoin d'avoir des taux d'intérêt qui sont en territoire neutralisés, neutre, voire légèrement incommodants quand même, je pense. Voire légèrement incommodants. Oui, je pense qu'on a besoin quand même d'une il n'y a d'un léger soutien, mais il ne faut pas que la BCE aille trop vite. Il faut qu'elle en garde sous le pied si besoin. Oui, non mais intéressant. Vous voyez à l'arrivée quand même un taux légèrement accommodant, enfin un taux d'arrivée pour la BCE qui doit être au minimum neutre, quoi. Je pense que le taux cible 2025, on va osciller, je sais pas, autour de 2,25. D'accord. 2,25, c'est c'est en zone accommodante. Non, parce que j'écoutais Isabelle Schnabel, elle dit, dès que le taux directeur, dès qu'on commencera à s'approcher de la limite haute des estimations du taux neutre en zone euro, il faudra déjà tout de suite commencer à regarder ce qui se passe, quoi. Non, mais c'est les nuances qui peuvent s'exercer aussi au sein de la Banque Centrale Européenne. Sur la BCE, qu'est-ce que vous dites spécifiquement, Adil Moi, je suis un peu surpris. En fait, quand on regarde un petit peu les chiffres d'inflation, par exemple, moi, il y a un chiffre qui m'a surpris, c'est l'inflation allemande. Si je ne me trompe pas, 1,9, je crois. Alors chez eux, les statistiques disent 1,9. Harmonisé, c'est 2. Mais disons 2, quoi. Moi, j'aime bien. En dessous de 2, c'est encore plus... bien parce que c'est encore plus symptomatique et emblématique. Proche, mais inférieur à 2. Non, mais c'est parfait. Il y a ça. Donc, et après, indépendamment de l'Allemagne, il y a quand même globalement de la désinflation. Elle est là. OK. Les renégociations salariales. Voilà. Ça décroît. Voilà, ça va beaucoup moins vite. Donc, il y a quand même de la désinflation qui est là. La croissance européenne, oui, elle tient, mais elle est quand même beaucoup plus fragile que la croissance américaine. Le moteur, la locomotive européenne, à savoir l'Allemagne, il y a un sujet, exportateur, oui,
et encore beaucoup plus long terme, dans un monde qui se déglobalise, on pourra y revenir, etc., avec tous les impacts que ça peut avoir. Et le dernier sujet qui est quand même problématique, il y a l'Europe, c'est plusieurs États. Les États-Unis, c'est un seul pays. On n'arrive pas à se mettre d'accord en Europe. Donc, moi, je pense que dans ces conditions, notre sentiment, c'est que la BCE a matière à aller un peu plus vite que la Fed. Il ne faut pas aller trop vite, mais encore une fois, et je partage, Florence, sur le taux d'atterrissage, 2,25 ou 2,26 ou 2,27. On peut chipoter, je pense, jusqu'à l'infini, mais ça, je pense qu'il y a un consensus autour de ça. Les taux zéro, c'est fini. De toute façon, c'était une aberration. On parle quoi qu'il en coûte, l'argent infini. Voilà. Mais à force de trop attendre, est-ce qu'on ne crée pas aussi le risque déflationniste de demain, quoi? C'est un peu, finalement, c'est un peu l'idée. En fait, il y a déjà une baisse de la BCE. A priori, il y en a 2 autres d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il n'en faudrait pas 75 points de base d'ici la fin de l'année pour prendre le pas par rapport aussi à la Fed? Parce que encore une fois, les économies sont différentes et les risques en forward, quand on projette de l'économie européenne par rapport au reste du monde, ils sont totalement différents dans un système politique complexe. Voilà, ça, c'est un peu la lecture. Maintenant, fondamentalement, ce qui va se passer, notre sentiment, c'est 25 et 25. Voilà. D'accord. Mais on aimerait bien que... Il n'y aura pas de voilà. Et c'est un peu de risque. Et le fait d'avoir ça rajoutera de la volatilité en cas de chiffres, même à 1 micronième de point de base en dessous des attentes. C'est ça le sujet. Ouais. Bon, en Allemagne, ils se réveillent un peu, les patrons quand même. PDG de Volkswagen, nous ne sommes plus compétitifs. PDG de Deutsche Bank, les Allemands ne travaillent pas assez. C'est intéressant d'ailleurs l'affaire Volkswagen, fermer 1 ou 2 usines en Allemagne. Alors Bloomberg compile aujourd'hui avec des données d'experts le nombre d'usines automobiles qui tournent un peu à vide en Europe. Il y en a quand même beaucoup, c'est plusieurs dizaines. C'est-à-dire déjà rien que se dire qu'il y a des surcapacités dans un secteur comme l'automobile qui pèse pas loin de 10% du PIB de l'Union européenne, normalement ça limite un peu les risques à la hausse sur l'inflation. Enfin, je veux dire, pour ceux qui craignent l'inflation salariale, les tours d'inflation dans les salaires, etc., je pense que les négociations elles ne vont pas se dérouler dans la même ambiance qu'il y a 2 ans, de ce point de vue-là. Je partage totalement, et c'est pour ça qu'en gros, les chiffres qu'on a, moi je pense qu'ils sont encore une fois en deçà des chiffres qu'on va avoir et qu'on devrait avoir. Ne serait-ce qu'en intégrant justement ces surcapacités. Encore une fois, ça met du temps à se matérialiser. Ouais. Il y a un effet lag, c'est normal. Bon. Madame Schnabel, elle raisonne comme si l'Allemagne était dans la même situation qu'il y a quelques années, et elle ne l'est plus. Donc le seul avantage de ce que vit l'Allemagne, c'est peut-être de rapprocher politiquement. Parce qu'on parle du point de vue des politiques monétaires, mais c'est peut-être compliqué. Ils sont en retard. Enfin, c'est pas qu'ils sont en retard, c'est que... D'ailleurs, il y a un élément nouveau, c'est qu'avant, on disait jamais plus on reviendra à la situation de taux zéro. Mais moi, je ne l'exclus pas totalement. C'est ça le paradoxe, parce que justement, par rapport à ce qu'on dit là, c'est pas totalement impossible. On était tous, je pense, surpondérés sur le BLIG. On avait en gros ces niveaux-là. Est-ce que la démographie a changé en zone euro ? Est-ce que la productivité a changé en zone euro ? Non, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Donc voilà, c'est pas totalement impossible. Mais c'est du point de vue budgétaire que là, et politique, que l'accord ne s'est jamais fait. Et là, c'est très compliqué. Mais justement, peut-être que l'Allemagne, qui auparavant était contre des mesures plus protectionnistes, parce qu'elle avait tout intérêt, elle, à continuer à exporter, etc., son modèle étant tellement remis en cause, peut-être qu'on peut progresser un peu du point de vue budgétaire. Et ça serait l'élément important. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice. Mais sur le secteur auto en tant que tel, là, parce que ça a été quand même pendant 3-4 mois au début de cette année, je me souviens, un secteur leader en Europe, on vivait encore sur les restes du Covid, les marges auto étaient hyper élevées, etc. Je veux dire, en quelques mois, le vent a tourné de manière spectaculaire. Parce qu'il y a une intégration, il y a des chiffres, il y a une intégration verticale au niveau des entreprises automobiles chinoises. Bien sûr. Un coût de revient, alors on dit 15% moins cher que Tesla, qui lui-même est moins cher que les entreprises européennes. On l'a vu avec les batteries électriques, c'est très compliqué. C'était écrit, mais moi, c'est la vitesse à laquelle ça a tourné, sur le marché boursier notamment, qui a été donc spectaculaire. Ça peut peut-être frapper les esprits et engendrer peut-être des mesures, mettre des taxes plus fortes un peu à la manière américaine, etc., pour arriver à avoir quelque chose de protectionniste. Puis un marché unifié, parce que tant qu'on lutte par rapport à les États-Unis, où ils sont 6 fois plus nombreux que nous, en France, ou qu'on lutte avec la Chine, c'est très difficile. Et la seule solution, c'est pas qu'on était naïf, on dit toujours on a été naïf par rapport à la Chine, mais c'est qu'on avait les intérêts contradictoires.
Peut-être que là, on a des intérêts qui peuvent... Et la réponse, c'est le protectionnisme. Enfin, ça fait 15 ans que j'observe la vie économique, les marchés. J'ai rarement entendu des investisseurs ou des gens venir me dire la bonne réponse, c'est le protectionnisme. C'est comme dans le conte de Cendrillon. Vous savez, pour qu'elle grandisse, il y a toujours un petit moment où il faut être en réalité protégé. On ne le dit jamais. Mais en réalité, il y a toujours une petite protection. Et ensuite, quand on est grand et adulte, on va dans le monde. Mais avant d'aller dans le monde... Question de dosage, alors. Avant d'aller dans le monde et se battre, il faut un petit dosage de protection. Enfin, ou au moins, plus de la relance, plus etc. Mais voilà, les finances, etc. D'où peut-être des taux d'intérêt, quand on parlait de taux cibles, etc., qui mériteraient peut-être d'avoir des taux d'intérêt réels négatifs pour justement parler de tous ces financements nécessaires. Ces défis, Voilà, mais tout ça se coordonne. Moi, je pensais que la Banque Centrale Européenne et les États étaient plus coordonnés que ce que je vois. Vous voyez, au moment du Covid, je pensais vraiment qu'il y avait une révolution qui s'était faite, et on s'aperçoit que... il y a eu ce moment presque hamiltonien, comme on le décrivait. Mais c'est le drame de l'Europe, c'est qu'on est capable, dans des moments adverses, de faire ces efforts-là, mais ça reste à chaque fois une parenthèse. Voilà, exactement. À ce titre-là, à ces égards, comment le rapport Draghi résonne à vos oreilles Florence. Je voulais intervenir sur le sujet, parce qu'en fait, là, on parle de politique monétaire, donc évidemment, si on a des taux qui sont bas et des taux réels négatifs, ça peut aider sur la partie financement, mais en fait, toutes les problématiques qu'on évoque, c'est des problématiques qui sont structurelles. L'Allemagne, pourquoi est-ce qu'elle souffre ? Évidemment, il y a le problème chinois, il y a le commerce extérieur, mais l'Allemagne, elle a construit son économie sur l'accès à de l'énergie pas chère. Ça, c'est terminé. Donc, il y a l'accès à l'énergie pas chère. Il y a le rapport Draghi, donc moi je ne l'ai pas lu, j'avoue, il fait 400 pages, mais évidemment je suis comme tout, je vais le lire. Il a écrit lui-même le résumé, je crois. Ça se lit assez bien, il y a un résumé qui est fait par Draghi lui-même. Honnêtement, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce qu'il met quand même le doigt sur des problèmes qui sont des problèmes fondamentaux en Europe. Donc la réglementation qui est quand même... probablement excessive, dont parfois on ne sait même plus à quoi elle sert, qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Il y a un très bon article dans le Financial Times d'il y a 2 jours sur CSRD. Bon, je veux dire, c'est quand même... Donc les règles de reporting des entreprises sur les enjeux ESG. Exact. Il y a ça. Il y a la partie réglementaire. On parlait des banques, on parlait de l'investissement, le coût en capital, assureur, si on veut financer la transition. Tout ça, c'est des problèmes qui nous rendent la vie plus difficile. Il y a toute la partie aussi que moi je trouve extrêmement intéressante sur comment est-ce qu'on dirige l'épargne des particuliers vers justement des investissements. Il parle de 800 milliards par an qui sont nécessaires. Donc là, effectivement, il y a l'union des marchés des capitaux. Donc là, on peut faire le lien avec Commerzbank et Unicredit. Oui, bien sûr. Oui. Et il y a comment investir de manière efficace l'épargne des particuliers. C'est-à-dire qu'on a des taux d'épargne en Europe qui sont plus élevés qu'aux États-Unis, mais qui sont en fait l'épargne des Français. Pas investis. Qui sont pour pas là où il faudrait quand on est économiste, évidemment. Et donc, pour les épargnants, évidemment, c'est pas la bonne chose à faire, parce qu'on a envie de mettre son capital là où il est rentable. Et pour l'économie et le financement des entreprises, il y a un problème d'appariement qui fonctionne pas bien. Et il évoque notamment dans ce rapport toute la thématique fonds de pension, financement des retraites, le serpent de mer des retraites par capitalisation. Et donc ça, c'est effectivement des sujets qu'il faut qu'on mette sur la table. Donc on passe beaucoup de temps à parler des baisses de taux de la BCE. Bien sûr que c'est important, mais les sujets de fond de l'économie européenne, c'est plutôt ces thématiques-là. Intéressant, parce que je résume les 400 pages que je n'ai pas lues non plus, mais il nous parle d'innovation et de prise de risque. Enfin, je veux dire, c'est assez nouveau dans le logiciel européen. Il y avait eu, je crois, une dizaine d'années, alors je ne sais plus si c'était l'agenda de Lisbonne ou de Madrid, on parlait de l'Europe de l'innovation, c'était l'Europe des nouvelles technologies, etc. Il y avait eu ce moment, qui est resté lettre morte. Mais voilà, aujourd'hui, l'Europe doit prendre des risques. Pour prendre des risques, il faut desserrer un peu les verrous de la régulation ici et là. Et puis, l'innovation, ça se finance par tout le monde, quoi. Voilà. Je peux vous donner des exemples. On a investi notamment en Crédit Agricole Assurance. On a un projet sociétal qui est assez puissant et on investit massivement dans tout ce qui est transition énergétique. On a quasiment 5 milliards en ENR et on a investi notamment il y a 1 an et demi dans un fonds hydrogène pour 100 millions. Donc c'est une thématique qu'on regarde. Et je me souviens à l'époque, quand on à la présentation du fonds, on échangeait donc avec les entreprises et c'était fascinant parce qu'ils nous disaient mais c'est une thématique qui est naissante en Europe, qu'il faut absolument aider pour qu'elle démarre. Il n'y a pas encore de marché,
mais on a déjà des régulations qui arrivent. Vous voyez, et donc, c'est ce genre d'exemple-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'hydrogène, ça démarre, il y a l'IR1. Si le marché grossit et qu'il faut réguler, bien sûr, on régule. Mais là, la régulation en Europe vient même avant. La logique est complètement inverse. La logique est complètement inverse. Totalement. Bon, Adil, sur ces questions, moi je veux bien qu'on parle un peu des marchés quand même. Voilà. Non, mais on l'a évoqué rapidement avec Jean-Jacques, mais c'est quoi les grands enseignements de l'épisode 5 août ? Est-ce que ce qu'on a vécu la semaine dernière, est-ce que c'est des répliques de phénomènes techniques aussi, peut-être, dans ces marchés ? Ou est-ce qu'il y a des vrais changements profonds sur la perception macro, peut-être demain ? On voit quand même des rotations se mettre en place sur les marchés actions. Qu'est-ce qui se passe si on commence à baisser les taux de marché directeurs, voilà, pour des gens qui ont été très bien rémunérés sur du cash pendant plusieurs trimestres maintenant, etc. Enfin, ces questions-là ne sont pas nouvelles, mais elles arrivent là. Non, mais enfin, les réponses sont maintenant. Quoi. Elles vont arriver. Elles vont arriver. En fait, il y a... Bon, je vais essayer d'être très synthétique. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, on va essayer. Un peu de temps. Un petit peu. Non, mais globalement... Enfin, il y a un élément qui est clé, je pense, et c'est une stratégie et on va dire un fondement que je pousse depuis un certain nombre de mois, voire d'années, c'est que les cours vont se normaliser, vont se requantifier. Maintenant, c'est acté. Voilà, on est positif aux US, on est positif en Allemagne, légèrement. Okay. C'est normal. Enfin, zéro, c'est une normalisation. Pour vous, c'est quoi, c'est quoi une vraie pente de courbe de taux ? Non, mais pour ceux qui ont oublié ce que c'était, une vraie pente de courbe de taux, 2 ans, 10 ans US. Moi, ce que j'ai appris, j'ai fait un peu de maths, je pense que tout le monde autour de la table est d'éco, il fut un temps. On va dire qu'avoir un 2-10, un écart entre le 10 ans et le 2 ans dans une courbe, dans une économie normale, entre 40 et 60 points de base, il n'y a rien de choquant et c'est même simple pour tout le monde et pour les générations futures et pour les épargnants et pour les entreprises. Bref, tout le monde est content. Il s'avère que c'est un monde qu'on a peut-être largement oublié ou peut-être que certains n'ont jamais vu. Oui. Bon, voilà. Donc, les pentes se renormalisent. La partie courte est très connectée à l'inflation. Et pour moi, la partie longue, on va dire longue à partir de 7 ans jusqu'à et au-delà, pour moi aujourd'hui, ce que ça matérialise, ce n'est pas la croissance future. Ça, c'est ma conviction. C'est le besoin de financement additionnel à venir. Dans un monde où il faut déglobaliser, il faut financer la partie renouvelable, il faut financer encore une fois le social, qu'on le veuille ou non, mais depuis la crise du Covid, il y a un sujet quand même majeur autour de ça et ça a besoin, enfin, il y a besoin. Ça reflète la masse des investissements qui nous attendent demain. Voilà. La prime de terme, c'est la prime du besoin en financement à venir. Et c'est quelque chose de normal. Sauf que d'une part, on a les États qui ont ce besoin-là, qui ont besoin de financer. Et forcément, les banques centrales, elles veulent, encore une fois, juguler l'inflation et c'est quelque chose de normal. Donc c'est un petit peu contradictoire. Donc les pentes, aujourd'hui, c'est quelque chose d'acté. Et pour moi, on n'est qu'au début. Ça ne va pas se faire de façon linéaire, mais on est au début. Des stratégies de remportification, ça reste valable pour vous aujourd'hui. Et sur l'obligataire, pour moi, ça reste encore très intéressant. Et ce n'est pas parce qu'on en fait beaucoup chez Shelter que je le dis. Voilà. Je suis persuadé que c'est encore un marché hyper attractif, que ce soit l'investment grade, le high yield ou les taux. Mais il faut aller chercher au plus la partie courte, la partie 3 ans, 4 ans, pour justement éviter cette repointification ou même en bénéficier. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel. D'accord. Les pas trop de duration, il n'y a pas... beaucoup de duration, mais sur le court. Encore une fois, il y a des techniques qui permettent de il y a des stratégies pour ça. Plus l'infini en duration, mais sur du 6 mois. C'est faisable. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel et pour moi c'est tendanciel. Voilà. C'est pas linéaire, il faut être tactique, voilà. Mais ça, on va dire, c'est notre métier. Quelque chose de fondamental. Ensuite, quand on regarde, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la géopolitique qui est là. L'Ukraine, la Russie, c'est pas fini. Le Moyen-Orient, c'est pas fini. Voilà, il se passe quand même un certain nombre de choses. Ça, c'est de la vol. Voilà. On l'avait oublié sur la VIX et la V2X, les indices de volatilité equity, mais ça peut arriver très très rapidement. Et au-delà de la vol, le carry trade, le débouclage des stratégies de carry trade au Japon, voilà, avec le yen et donc la Banque centrale du Japon qui a augmenté ses taux, ça montre quand même que dans ce marché, il y a quand même un petit peu de levier à droite et à gauche. Un petit peu beaucoup. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Voilà. Ça, encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on voit aussi les repositionnements des fameux CTA et les fonds systématiques sur les fonds actions, quand les vols baissent, aujourd'hui, ils sont repassés au top. Ça, c'est quelque chose aussi qui, à un moment donné, quand il y a un mauvais chiffre, ça va, on va dire, rebaisser de façon significative. Et pour finir, sur le marché action, on est encore positif depuis le début de l'année. Oui, le marché action, l'Europe, il y a une prime de risque plus élevée, mais forcément, il y a plus de risques. Les US sont chers, oui, mais in fine,
il faut faire du picking sectoriel. Nous, ce qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Mais on voit d'ailleurs un marché action qui s'élargit. C'est ce que je comprends. Le marché US est cher. Si on enlève les 7 magnifiques, il est tout de suite un peu moins cher. Et les meilleurs performeurs, ce ne sont pas les 7 magnifiques sur les derniers mois. C'est la grande nouveauté. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. D'accord. Donc c'est plutôt dans cette partie-là du marché. Mais c'est dans cette partie-là du marché que l'univers d'investissement vous paraît le plus intéressant aujourd'hui, alors. C'est pas qu'on a un biais, mais après, c'est peut-être l'approche obligataire, très value, etc. Ouais, j'entends. Et connecté au taux pour le marché action. Ok, très clair. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous anime là? Comment vous avez géré l'été et puis la rentrée du coup? Donc ce que je disais, on en discutait un peu, c'est qu'on est revenu à la neutralité, ce qui nous semblait indispensable, plus une rotation défensive. Mais c'est finalement assez classique, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est assez binaire. C'est soit il y a juste un ralentissement et après cette période de quelques semaines, mois qu'on est en train de vivre, le marché repart à la hausse. Soit il y a récession, et là, la baisse des résultats l'emporte sur le potentiel de baisse des taux et le marché décroche. Donc c'est aussi basique que ça. Nous, on milite pour la première solution, la sortie par le haut. Par contre, je pense que ce qui sera assez intéressant, c'est justement, je pense que ces dossiers tech, qu'on aime par moment ou pas, sont en train de bien déréter avec l'histoire finalement de la sortie. Mais pendant ce temps-là, les résultats progressent tellement qu'ils retrouvent de l'intérêt. Et je pense qu'après cette phase de croissance défensive, il faudra revenir en fin d'année sur la tech. Et là, je pense qu'il y a vraiment du potentiel de nouveau sur les valeurs tech, parce que souvent, c'est au moment du dernier trimestre que les résultats sont le plus importants. Donc vous avez dans le radar l'idée de reprendre des positions sur ces grandes valeurs technologiques qui ont vu leur valorisation un peu réduite. Là, il y a peut-être quelques déceptions par rapport à Blackwell, etc. Mais il peut y avoir vraiment de nouveau des nouvelles fortes. Et puis un dossier qui se traite à 30 fois, mais c'est rien. Parce que les gens, après, ils disent « Ah bah oui, ça se paye tant de fois, finalement, les ventes, etc. » Mais ça a pu se payer 60, Nvidia. Bien sûr, mais il y a des marges compliquées à mesurer, d'ailleurs. Il y a des marges tellement élevées. Oui. Donc, et c'est intéressant votre point, parce que je me dis, si on est dans l'idée que les baisses de taux vont accompagner le cycle, prolonger le cycle, etc., je suis un peu étonné de voir quand même tout de suite un marché action très défensif, quoi. C'est la santé, c'est les telcos, c'est vraiment des proxy bonds. Oui, je vois pas un marché action très cyclique, très risk-on sur le cycle en tout cas. Disons que parce que faut couper la part en deux, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, justement, ça sera intéressant d'être sur le cyclique. Là, il se dit quand même qu'il y a une phase de ralentissement, et je veux dire, là, il y a un doute. Le risque rendement, et ce qui après devrait à la fois être des valeurs défensives au cas où on se trompe sur le scénario, et qui en même temps devraient bénéficier de la baisse des taux, même si là il n'a pas fait, ce sont les valeurs tech justement qui cochent 2 cases. Donc c'est pour ça que là, avec finalement le retour un peu en termes de valorisation, ça sera de nouveau, il nous semble. Si on arrête de se faire peur avec la récession, c'est plutôt la partie cyclique ou tech qui doit revenir. S'il y avait presque une croissance un peu atone, c'est des valeurs qui seront jugées de manière défensive. Donc on part d'une croissance défensive à une croissance un peu moins défensive avec la tech par la suite. Florence, comment... Alors, vous avez accès à un nombre de classes d'actifs innombrables, mais je veux dire, c'est quoi la philosophie quand on gère un portefeuille d'investissement pour un assureur et le plus gros en France aujourd'hui? Puis l'analyse que vous avez faite chez Crédit Agricole Assurance de ce qui s'est passé cet été, on revenait rapidement sur les positions de carré, etc. Est-ce qu'on a moyen de savoir si ce levier, il est quand même bien rabaissé, ou est-ce qu'il y a encore un risque? Je sais pas, la BOJ, je crois, se réunit la semaine prochaine. Si jamais la Fed venait à un moment à faire 50, qu'est-ce que ça peut impliquer sur le dollar-yen, etc. Et est-ce qu'il y a un risque de repartir pour un tour sur ces questions de levier, par exemple? Oui, alors peut-être pour répondre un peu sur le positionnement déjà. C'est vrai que côté assureur, nous, on est dans une logique de rendement. Donc l'année, pour nous, elle était idéale, parce que sur les taux, on a quand même eu des opportunités de déploiement qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Mais des générations. Donc pour l'assureur, l'environnement, il est formidable. Donc sur les taux, évidemment, on a fait beaucoup de choses. Sur la partie, ce qu'on appelle, nous, diversification, donc tout ce qui est hors obligataire, notamment les actions et toute la partie private equity. Sur les actions cotées, la vision, c'est on est à la cible. On n'a pas vraiment de raison d'aller beaucoup plus loin de manière agressive sur nos allocations, parce que justement, on arrive à générer du rendement sur la partie obligataire. En revanche, et là, j'en reviens au mois d'août, quand on a des points d'entrée comme ça, qui pour nous étaient des points d'entrée évidents, évidemment qu'on va accélérer le déploiement.
Donc on est plutôt dans une logique qui est un peu by the dip, comme opportuniste de ce point de vue-là. D'accord. Opportuniste. D'accord. Donc opportuniste sur des valos qui, là, pour le coup, étaient soudainement à nouveau attractives. Effectivement, et notamment aux États-Unis, sur une logique un peu plus de diffusion du rallye. On a déjà un stock de valeurs américaines. Élargir sur des indices équipondérés ou faire un peu de picking, effectivement, ça fait beaucoup de sens. On n'a pas de crainte majeure sur notre portefeuille. Donc, côté taux, on a beaucoup déployé. Partie action, on est à la cible et on est opportuniste sur les points bas. Et les classes d'actifs qui continuent à rester intéressantes pour nous, c'est toute la partie dette privée. La partie dette privée, vraiment... Gros boom de la dette privée, alors peut-être pas pour des instituts, mais en tout cas, dans l'univers hors institut, oui, il y a un gros push dette privée, effectivement, depuis 1 ou 2 ans. Mais ça reste pour vous des segments d'investissement intéressants. Toute la partie, notamment unitranche, on déploie. Et puis le private equity, on a des flux qui sont très réguliers vers une classe d'actifs qui, en fait, a des rendements qui sont stables et très intéressants dans le temps. Mais le non-coté, est-ce que c'est un poids qui grossit encore dans l'allocation globale que vous supervisez, Florence ? Ou est-ce que, en termes de poids, encore une fois, est-ce que c'est une poche que vous travaillez, mais est-ce que ça reste est-ce que le poids est fixé chez l'assureur, les mouvements prennent du temps, mais c'est une poche qui effectivement grossit. Grossit encore. Et c'est vrai qu'avec la remontée des taux, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu vraiment qu'on raisonne en termes de prime de risque. En disant, les taux étaient à 0, donc c'était un peu, on achète tout, entre guillemets. Quand les taux remontent, il faut qu'on soit extrêmement sélectif sur les investissements qui sont davantage risqués. Et c'est exactement la prime de lecture qu'on applique sur tous nos actifs de diversification. Donc on a été plus sélectif sur tout ce qu'on faisait, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à jouer. Je comprends. Parce que, je veux dire, nous, notre objectif, c'est de servir des rendements pour nos assurés. Donc, évidemment, les taux montent, mais il faut qu'on continue à délivrer par ailleurs. Bien sûr. C'est trop tôt pour le jouer, mais il faudra quand même se souvenir de tous ces comptes à terme. Alors là, vous parlez au niveau des assureurs qui ont existé, tout ce monétaire qui a qui se déverse. Où va aller là, ce c'est cash ? trop tôt pour jouer. Il y a un niveau, un seuil à un moment donné. C'est combien de baisses de... À partir de combien de baisses de taux on voit l'argent sortir du cash ? La psychologie, où les gens changeront. Les gens diront, ça 7 trillions. Ça rapporte pas grand-chose. Ça a déjà commencé à sortir. Et peut-être qu'on sera de nouveau dans des raisons alternatives. Ça a commencé à sortir, vous dites... J'ai vu des flux, oui. J'ai vu des statistiques. Et ça peut aller où alors ? Dans un fonds diversifié. Comme dans un obligataire, etc. En anticipation, encore une fois. En anticipation sur l'investment grade, un petit peu plus long, 2 ans, 3 ans. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florence Barjou, Crédit Agricole Assurance, Adi Lamort, Shell Surprince Gestion et Jean-Jacques Friedman, Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et c'est un rendez-vous trimestriel quasiment avec les équipes de Janus Anderson Investors et le directeur du développement pour la France, notamment et le Benelux, également Charles-Henri Herman à mes côtés. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Rendez-vous trimestriel pour faire le point justement sur la dynamique des dividendes mondiaux. C'est l'étude Janus qui fait office de référence dans le monde de la finance et dans le monde économique en général. Qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième trimestre du point de vue de la progression des dividendes dans le monde, sachant que c'est un trimestre particulier quand on est en Europe et en France ? Oui, alors c'est le plus gros trimestre pour l'Europe, le deuxième trimestre, on le sait. Donc trimestre important qui est très attendu. Finalement, ce trimestre, on a vu une hausse importante d'environ 8% de manière sous-jacente. Alors je répète, entre sous-jacent et globaux les dividendes, la simple différence, c'est l'effet de change qui est pris ou pas en compte et les versements exceptionnels qui sont pris ou pas en compte. Voilà. Et les programmes de rachat d'actions qui sont sortis. Donc ce trimestre, plus de 600 milliards de dividendes versés, un trimestre record pour un deuxième trimestre et un trimestre record pour de nombreux pays. Donc plus de 9 sociétés sur 10 ont augmenté ou maintenu leurs dividendes au même niveau par rapport à celui de l'année dernière. On l'a dit, c'est le trimestre de l'Europe. L'Europe représente aujourd'hui, c'est presque 8% d'augmentation sur l'Europe. Des dividendes par rapport au même trimestre l'année dernière, encore une fois, avec des records que l'on a vus en France, que l'on a vus en Italie, que l'on a vus en Suisse, que l'on a vus en Espagne. Donc beaucoup de pays européens, effectivement, qui atteignent des niveaux records. Au niveau des secteurs, on va le voir, le secteur financier, et notamment les banques, sont les principaux pourvoyeurs de dividendes et qui ont participé grandement à cette hausse, mais ce ne sont pas les seuls secteurs. Oui, ce ne sont pas les seuls secteurs. Et
La plupart des secteurs ont enregistré des progressions de dividendes. Il y a quelques exceptions à cette big picture, Charles-Henri? Oui, alors sur les secteurs, effectivement, la plupart des secteurs comment dire, Je disais 9 sociétés sur 10, mais donc ça emporte la grande majorité des secteurs. Voilà. Donc sur les secteurs, en fait, on va voir qu'il y a les communications et les médias qui sont en tête, les sociétés financières, notamment avec les bancaires. Alors médias, on va le voir après, mais médiathèque, parce qu'en fait, il y a des sociétés qui sont classifiées dans les médias, mais qui sont aussi comparées à des sociétés techno. On voit aussi la conso discrétionnaire. Finalement, il y a 3 secteurs seulement sur tous les secteurs négatifs. Ouais. Donc, c'est le secteur des matières premières et donc l'exploitation minière. C'est le secteur pétrole, gaz, énergie. Et c'est le secteur de la santé et de la pharma. Mais pareil, on pourra en parler. Oui, d'accord. OK. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement sur l'Europe et la France, bien sûr, puisque c'est la saison, ce deuxième trimestre, des versements de dividendes chez nous. Alors l'Europe, c'est 205 milliards de dividendes versés sur ce trimestre. Sur 600, c'est ça? 606, exactement. Donc c'est 38%. Donc l'Europe, évidemment, c'est très important sur ce trimestre. La France, plus particulièrement, c'est un excellent trimestre pour la France. 54 milliards, c'est un record pour la France, on l'a dit. Donc c'est 6,8% de hausse. Alors, finalement, si on compare par rapport aux autres pays et aux autres régions, c'est en ligne. C'est plutôt même légèrement en dessous de la croissance mondiale. On l'a vu, on était à une croissance mondiale de 8%. Donc la France est en croissance au même rythme que les autres pays. La France a été tirée notamment par les dividendes exceptionnels de Hermès et de Airbus, et aussi par les dividendes bancaires. On a BNP et AXA notamment qui font partie des top 10 payeurs ce trimestre de dividendes dans le monde. AXA et BNP. Mais ce n'est pas tout le secteur bancaire qui en a bénéficié. On le voit par exemple en France, Société Générale, qui a annoncé des résultats un petit peu plus compliqués, eux ont baissé le versement de leurs dividendes. D'accord. Voilà, 47% de baisse, donc c'est pas rien. Voilà, donc ça a un impact d'environ 1 point sur le versement global de la France. Donc c'est des impacts assez importants. Si on regarde dans le reste de l'Europe, notre voisin principal, l'Allemagne, eux, ils sont pas exactement dans la même situation. Ils ont une baisse globale de 1% de leurs dividendes par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est l'impact principal, c'est Bayer qui a diminué donc son dividende. Bayer est un des très gros pourvoyeurs de dividendes en Allemagne, donc c'est un impact très important. Si on regarde de manière plus large dans le monde, aux États-Unis, donc les États-Unis, on sait, c'est le plus gros pays, un payeur de dividendes. Les États-Unis, c'est 162 milliards ce trimestre. C'est une hausse de 9%. Donc légèrement au-delà de la moyenne mondiale. Ce qui est important est de savoir pourquoi finalement c'est si élevé, parce qu'il y a 2 sociétés qui ont démarré de payer des dividendes sur ce trimestre. C'est la société Meta et la société Alphabet, qui sont classifiées médiathèques. Bon voilà, on les met un petit peu comme on veut, mais c'est plutôt dans les médias. Apple avait verse déjà des dividendes depuis longtemps. Et là, effectivement, ce sont des mastodontes de la tech, mais qui jusqu'à présent ne versaient pas de dividendes à leurs actionnaires. Alors, en fait, leur dividende, c'est assez intéressant de regarder. C'est 3,8 milliards de dollars de dividendes payés par ces 2 sociétés. Ça correspond à 3,6 points de l'augmentation de la croissance aux États-Unis. Donc finalement, si on enlève ces 2 sociétés, la croissance aux États-Unis est de 5%, qui est un rythme très stable, classique pour... Ça montre le poids de ces entreprises tout de suite. Voilà. Mais finalement, si on regarde 3,8 milliards par rapport à la taille de leur bénéfice... Oui. Ah non, mais finalement, c'est pas grand-chose. Donc, c'est un micro-dividende pour Meta et Google. Sur le futur, ça peut aussi donner le potentiel. Exactement, le potentiel sur le futur, notamment sur le marché américain. Donc voilà pour le marché américain. En Asie, c'est un très gros trimestre pour le Japon. Le Japon, donc, notamment à travers son automobile, Toyota Motors, qui a versé un très gros dividende, qui est le plus gros pourvoyeur. Maintenant, le Japon, c'est pareil, ils sont à un record, ils ont augmenté d'environ 14% leur dividende. Mais en fait, l'impact... Donc Toyota. En yens, mais en fait en dollars, ça n'a pas augmenté. Parce que l'impact de la faiblesse de la monnaie, et nous, notre étude, évidemment, elle est en dollars, puisqu'on fait une étude. Jusqu'au T2, le yen continuait de se déprécier, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Voilà. Tout à fait. Et puis sinon, sur le reste, Hong Kong stabilisé, l'Australie en légère baisse, notamment parce que c'est un marché important sur les matières premières, notamment la société Woodside Energy qui a baissé son dividende. Bon, sur les secteurs, qu'est-ce qu'on peut dire de notable? Vous parlez des banques, à nouveau, j'allais dire, trimestre après trimestre, année après année, depuis quelques temps en tout cas, les banques se confirment comme étant leaders, ou en tout cas parmi le secteur qui apporte le plus de dividendes aux actionnaires aujourd'hui. Oui, et puis il y a un principal, c'est les taux d'intérêt. En fait, avec des taux d'intérêt élevés, c'est favorable pour les banques, ça augmente leur marge. En plus, on a vu une situation économique qui était plutôt positive, donc peu de crédits, peu de défauts. Donc l'un plus l'autre fait que les banques ont des résultats qui sont très positifs et donc reversent plus à leurs actionnaires. Donc on voit dans le top 10, il y a 3 banques. Numéro 1,
mondiale sur ce trimestre, c'est HSBC. On a BNP qui est en numéro 6 et AXA qui est en numéro 10. Ouais. Et on a une société plus ou moins financière, Allianz, assureur, qui est pas très loin. Banque, pas vraiment une banque, mais... Enfin, si AXA est dedans, Allianz a le droit d'être considéré. Oui, on est d'accord. Top 10 aussi. On est d'accord. Voilà. Mais c'est pas le seul secteur. On a vu des secteurs très positifs comme le secteur automobile. Mercedes, numéro 4 sur ce trimestre. Stellantis, numéro 8, donc c'est très important. On en a parlé de Toyota Motors au Japon aussi. Donc voilà, on voit que les sociétés mobiles sont très présentes. On verra les prochains trimestres. Parce que là, c'était le T2. Effectivement, bon, on voit quand même les difficultés du secteur qui s'accumulent. On verra la politique de dividendes. C'est européenne, Mercedes-Benz, Stellantis, c'est des sociétés européennes dont la majorité du dividende est payée sur ce T2. Alors que si on reprend aux États-Unis, le dividende, il est coupé en 4 égales. 4 par égal chaque trimestre. Trimestre, exactement. On a parlé des médiathèques, Meta, Alphabet, avec le nouveau paiement de dividendes. Donc finalement, on voit que c'est assez bien réparti. On voit que le secteur de la santé, on en a parlé, est négatif. Oui. Maintenant, c'est une question pour le futur. On voit que économiquement, les sociétés du secteur de la santé sont en train de remonter. Il y a des grosses espérances, notamment sur le marché de l'obésité avec GLP-1. Donc on va voir ce que vont faire Lilly et Novo, par exemple, sur le paiement de leurs dividendes dans le futur. C'est un secteur qui est revenu sur le devant de la scène. Le secteur de la santé est revenu sur le devant de la scène, boursièrement parlant, là, depuis quelques semaines maintenant. Quelques semaines, exactement. Globalement, on revient dans cette normalisation. On en avait parlé le trimestre précédent. On revient dans un marché plutôt de normalisation où les dividendes reflètent les résultats des entreprises. Qu'est-ce que ça donne en termes de perspective, justement, quand on se projette alors sur l'ensemble de 2024 et au-delà, mais déjà sur les prochains trimestres, Charles-Henri ? Alors, les résultats sur ce trimestre ont été légèrement supérieurs à nos attentes. Voilà, il faut le dire, portés notamment par la bonne résilience économique de certains pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme l'Europe en général, dont la France par exemple, mais aussi du Japon. Ça, c'est un point très important. Les entreprises, elles ont fait preuve de résilience dans ce marché. Finalement, les taux d'intérêt étaient plus élevés. Donc le résultat, on a parlé de récession ou pas de récession, finalement on n'a pas vraiment eu de récession. On parle de soft landing, hard landing, mais en fait il n'y a pas de hard landing. J'entendais vos précédents qui parlaient de sortie par le haut. Voilà, donc on voit qu'il y a une belle résilience des marchés. Ensuite, on voit aussi que le contexte est favorable au système bancaire avec des taux élevés. Donc tout ça mis bout à bout, les résultats ont été légèrement supérieurs par rapport à nos attentes. On va souligner l'introduction de nouveaux payeurs de dividendes. Meta, on le recite, Alphabet, mais il n'y a pas que. En Chine, on a vu aussi Alibaba payer un dividende. On voit que Tencent est rentré dans les top payeurs, dans les top 20 payeurs de dividendes. Donc on voit que ce ne sont pas les seuls non plus dans le monde. Donc tout ça fait que on a des prévisions, on a rehaussé nos prévisions pour l'année à venir, donc cette année 2024. On attend un total d'environ 1740 milliards, ce qui ferait une croissance d'environ 6,4 par rapport à toute l'année 2023, 6,4%, alors qu'on prévoyait une croissance d'environ 5%. Ah oui, effectivement, oui, c'est un relèvement notable de la perspective de progression des dividendes sur l'ensemble de 2024. Exactement. Merci beaucoup Charles-Henri. Merci de venir nous voir régulièrement, chaque trimestre en l'occurrence, pour évoquer la dynamique des dividendes dans le monde avec cet observatoire et ce rapport publié par Janus Henderson Investors. Charles-Henri Herrmann, le directeur du développement pour la France notamment de Janus Henderson, qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.